manière de l'avant-garde. A-t-elle encore un sens aujourd'hui? Oui, simplement un signe qui... Non, mais moi je crois que ça dépend le sens qu'on donne au mot mise en abîme et la manière dont on envisage la mise en pratique de la chose. Mais moi je pense authentiquement que toute œuvre littéraire, qu'elle soit romanesque, théâtrale ou poétique, doit forcément se réfléchir elle-même de manière à ce qu'au récit s'ajoute une réflexion du récit et sur le récit. Quand tu regardes les pièces de Shakespeare, le théâtre de Molière, il y a toujours cette dimension de mise en scène, de la mise en scène, c'est-à-dire d'inclusion dans la représentation, une réflexion de la représentation elle-même. Où il disait que ce n'est pas les voix qui naissent des corps, mais au contraire, c'est le corps qui naît des voix. Moi j'ai toujours été sensible aux voix de toute manière. Je suis très peu physionomiste et ça m'arrive très souvent de rencontrer des gens sans pouvoir mettre un nom sur leur visage, comme on dit. Mais dès que ces gens m'adressent la parole, tout de suite à la voix j'identifie les personnes dont il est question. Et du coup je trouve que le théâtre c'est vraiment un lieu qui permet de voir ce phénomène se matérialiser. Dial. S'il s'agit d'un dialogue réel, la narration et les deux personnages, le dialogue, la nature du dialogue. Je pense que l'idée c'était de faire apparaître le pathétique de la situation avec deux personnes qui se parlent sans savoir qu'elles se parlent et qui sont chacune enfermées dans ce qui paraît un monologue, mais pour lesquels, puisqu'il y a deux monologues, il y a quelqu'un qui est là, qui est peut-être moins l'auteur que le spectateur et qui est capable d'entendre l'échange qui malgré tout a lieu entre ces deux individus. Voilà, donc je pense que c'est un peu comme ça que j'ai pensé la chose. Mais c'est quelque chose dont on a beaucoup d'exemples, je pense au théâtre. Même dans le théâtre de Claudel, dans le Soulier de satin, des fois il y a des gens comme ça qui semblent se parler à eux-mêmes, mais de telle sorte que l'échange ou la communication ait lieu malgré tout du point de vue du spectateur. C'est aussi pathétique parce que seul le spectateur sait qu'ils se parlent alors qu'eux ont l'impression d'être enfermés dans quelque chose qui est vraiment une solitude totale, quoi. Et le pathétique naît aussi du fait que l'homme, il sait ce qui va se passer, oui. Et la femme, elle ne sait pas. Donc, il y a cette confrontation que fait le spectateur. Et le spectateur, lui, sait ce qui va se passer, et donc il est dans un savoir que la jeune femme n'a pas. Il les transforme en dialogue. Oui, c'est ça, oui. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Et là aussi, il y a le rôle du témoin, en tout cas. Oui. Ce texte-là aussi, très fort. Il y a le témoin, le pilote, qui est là pour témoigner. Parce que... Mais il y a quelque chose aussi à quoi j'ai réfléchi par rapport à ce que je disais lors de la conférence, c'est que moi j'ai une grande réticence à l'égard du roman historique à la première personne. C'est-à-dire ces livres dans lesquels des auteurs d'aujourd'hui se projettent dans des personnalités du passé, de manière souvent à jouer un rôle avantageux, soit positif, soit négatif, en faisant le héros ou en faisant le salaud. Et moi, je sais que dans Sandrine Algarin, j'ai pris soin à ne jamais usurper la première personne. Et donc, les passages à la première personne sont les passages qui